Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour notre menu crowdfunding hebdomadaire, cette fois-ci du 16 octobre. Et ma foi, j'ai pas grand chose à dire en introduction, j'ai réfléchi un tout petit peu et je me suis dit bah non, cette fois j'ai rien à dire. Donc je vais vous raconter ma vie. Il se trouve que ma femme m'a dit que je travaillais trop. Et ça franchement je m'attendais pas à ce qu'un jour quelqu'un me dise ça. Parce que je suis pas un énorme bosseur à la base, mais c'est vrai que, à bien réfléchir maintenant, entre le boulot de prof à l'institut, entre le boulot de prof en fac, entre le boulot de MOB Vanguard dont je vous ai déjà parlé, donc d'agence de licence pour des jeux de société, plus la chaîne, et rien que sur le menu crowdfunding et le suivi du menu crowdfunding, déjà mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche matin, pris rien que pour ça déjà, c'est vrai qu'effectivement, à bien y réfléchir, je bosse pas mal quand même. Mais bon, trêve de billevesée. Quoi qu'il en soit, on va aller voir directement sur la chaîne pour voir ce qui s'y passe. À savoir pas forcément grand chose comme vous pouvez le voir puisque on est sur le comment dirais-je le rythme habituel avec le menu crowdfunding plus le suivi. Il n'y a pas eu de nouvelles vidéos pour l'instant, mais je pense que d'ici à ce que cette vidéo que vous êtes en train de regarder soit publiée, il y aura certainement une vidéo de présentation sur un jeu qui s'apprête à sortir en français également, donc vous aurez une nouvelle vidéo entre temps. Quoi qu'il en soit, on va aller voir directement le sondage de la semaine. Je vous renvoie bien évidemment vers la description de cette vidéo dans laquelle vous trouverez le lien vers le sondage de la semaine suivante. Et pour aller voir un petit peu combien de votes il y a eu quand même par curiosité. Alors cette semaine, est-ce que je peux retrouver comme ceci est-ce qu'il faut forcément que je vote? Non, c'est bon. 93 votes. Donc on est sur une semaine qui visiblement vous a un petit peu moins intéressé que les précédentes. On est repassé en dessous de la barre des 100 votes. Mais bon, quoi qu'il en soit, allons voir directement les résultats qui se trouvent donc ici avec, bah écoutez, je suis assez surpris, Big Top, Pollen et Roll to the Top qui constituent la nouvelle campagne de Board Game Tables, fait un flop, 2 voix, 2 voix, 3 voix. Donc même au cumul, ça fait à peine 7 voix pour un éditeur qui pourtant réussit très bien en général ses triples campagnes, ils sont un peu devenus une spécialité chez eux. Ensuite, Gathering Gloom Unlucky Adventures, c'était attendu, je pensais pas qu'il y aurait grand monde. Wonder pour l'extension, bah ma foi, vous étiez assez peu nombreux et du coup c'est pas plus mal parce que le projet a été annulé, vous le voyez ici, donc Wonder Lackluck's Revenge pour l'extension du jeu a été annulé malgré 60 000 euros quasiment. Ils avaient un objectif de financement à 127 000, ce qui est pour une fois plutôt honnête, on le voit assez rarement sur Kickstarter, mais du coup, bah ça annule, malgré 388 contributeurs. Panda Cold Games, avec à l'origine de ce projet, le jeu de base qui se trouvait ici, The Cult of Barnacle Bay, ils avaient fait 1566 contributeurs. Et pour l'instant, enfin, après 2-3 jours de campagne, ils étaient à un petit 388. Donc effectivement, c'était pas forcément très très bien orienté. Ils ont préféré annuler. Donc du coup, pas de présentation pour ce projet cette semaine. Ensuite, Project EOS Rise, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que j'ai mal cherché, mais je ne l'ai pas vu sur Kickstarter. Donc bon, je sais pas, on verra plus tard. Pour le reste, je crois que tout y est. Oui, tout est dans le menu cette semaine, mais ça reste un menu relativement léger. Et vous le voyez, on a aussi un menu avec des projets d'intérêt équivalent, si l'on en croit les votants. Puisque entre ici Life of the Amazonia et par exemple jusqu'à In the Heart of Darkness, on a à peine 3 voix d'écart. Donc on va parler principalement aujourd'hui de 7th Sea, City of the Five Sails, ensuite In the Heart of Darkness, et puis enfin Mosaic pour l'extension. Et je vais quand même ajouter par-dessus Wonderland's War, pardon, je l'ai très mal prononcé celui-là, Wonderland's War, avec l'extension, enfin, micro-extension, qui est en fait plutôt une réimpression du jeu, plus une micro-extension, parce que ça reste, même si c'est un jeu précédemment sorti qui est arrivé dans les mains des backers il y a quelques mois à peine, un jeu super intéressant dont on parlera peut-être un jour avec Xavier, parce qu'on a pu le tester récemment, et on va en refaire une partie d'ailleurs lundi à 4 ou 5 joueurs, ce qui devrait être assez intéressant également. Par contre, je ne parlerai pas en détail de In Dreams, malgré le fait qu'il y aura une version francophone, j'en traiterai bien évidemment l'essentiel dans les mentions honorables, mais le jeu fait un relatif flop. On repassera dessus quoi qu'il arrive du côté de chez GameFound. Donc les 4 gros projets de la semaine, ce seront donc Wonderland's War, Mosaic pour son extension, In the Heart of Darkness et puis 7th Sea City of Five Sails. Du coup, on est parti. Et on commence tout de suite avec un gros morceau. Et quand je dis gros morceau, généralement, ça se situe plutôt dans les gros projets de la semaine, les projets phares de la semaine.
Et donc on va me demander pourquoi je n'ai pas mis Deep Madness dans cette catégorie. Et c'est une bonne question. Alors tout d'abord parce que vous avez voté en assez petit nombre finalement pour Deep Madness, et aussi parce que y a un petit côté coup de gueule au fait de le placer dans les mentions honorables de la semaine, et on va voir ça tout de suite. Deep Madness, c'est un jeu qui s'apparente à du dungeon crawler sans en être un véritablement, dans un univers totalement horrifique, très inspiré par l'univers de Lovecraft, pour 1 à 6 joueurs, et qui s'accompagne dans cette nouvelle campagne d'une extension intitulée, ici vous le voyez, Madness Reborn. Il reste déjà assez peu de temps, 11 jours avant la fin de la campagne, on est sur une campagne relativement courte, 2105 contributeurs et 235 000 euros d'engrangés, c'est plutôt un assez joli résultat, si on prend ça sans, comment dirais-je, prendre en compte le passif de jeu, parce que effectivement Deep Madness est un jeu qui a déjà connu 2 campagnes Kickstarter précédemment, et qui nous revient donc pour cette extension, avec, vous le voyez ici, le petit drapeau français qui nous mentionne donc que la version francophone est disponible durant la campagne. Alors, première raison pour laquelle le jeu se place uniquement dans les mentions honorables cette semaine et pas dans les gros projets de la semaine, c'est que Dimension Games va certainement penser que c'est un résultat assez décevant, et on les comprendra. Puisque si vous allez voir tout simplement ici, eh bien vous allez voir que le Deep Madness premier de nom avec presque 10 000 contributeurs, puis une seconde impression 7 700 contributeurs, puis ensuite le retour avec donc actuellement 2105 contributeurs. Je pense qu'on n'ira pas chercher les scores de la première édition en 2 impressions, assez loin de là. Et d'ailleurs eux-mêmes, je trouve qu'ils se tirent un petit peu une balle dans le pied juste en début de campagne ici. En 2016, Deep Madness a reçu plus de 10 700 backers. Alors effectivement là on a vu que c'était 9 500, mais en fait c'est si on cumule les backers durant la campagne et durant le Pledge Manager, donc plus de 10 000 contributeurs. Puis dans la deuxième campagne, 8 700 backers au total, avec encore une fois le Pledge Manager et la campagne. Et je pense qu'on va pas aller chercher un score aussi conséquent sur cette nouvelle campagne, malgré la richesse de l'extension, vous allez le voir derrière. Et on va le voir assez rapidement d'ailleurs, c'est assez simple. Alors effectivement on nous dit ici qu'il y a une version française, une version chinoise, une version polonaise, etc. Donc ça c'est cool, effectivement le jeu sera disponible en français, c'est une excellente nouvelle, mais parce qu'en fait, tout au long de la campagne, vous allez voir des miniatures dans tous les sens. Il y a du kilo plastique, c'est magnifiquement réalisé, les miniatures sont très très belles. L'univers, le lore est vraiment charmant, enfin charmant. Dans son registre, on est quand même sur de l'horrifique, hein, vous le voyez. On est à mi-chemin entre Lovecraft et puis parfois certaines créatures qui viennent évoquer un petit peu celles que l'on voit dans Stranger Things, la série de Netflix. Donc tout très bien réalisé, le jeu a très bonne réputation en termes de qualité de gameplay également, donc ça a l'air d'être une très bonne expérience ludique. Là on a vraiment un Cthulhu parodié quasiment, hein, trait pour trait, même si on voit une sorte de fourrure plutôt, donc ça c'est pas un copier-coller à proprement parler, mais bon, vous aurez compris ce que je voulais dire. Mais en fait, là où le bas blesse, et ce qui peut peut-être justifier l'absence d'un nombre si conséquent que ça de backers, c'est ici que ça va se passer. Vous avez différents niveaux de pledge annuellement. J'ai dit très rapidement, je vais le répéter plus lentement parce que sinon je pense que c'est incompréhensible. Vous avez évidemment différents niveaux de pledge durant la campagne, 99, 124, 149, et puis ensuite pour ceux qui auraient éventuellement jamais joué à Deep Madness, vous aurez aussi l'occasion de mettre la main sur le jeu d'origine sans l'extension, etc. Mais si vous regardez bien à quasiment tous les niveaux de pledge, vous allez avoir une mention ici qui vous dit « Ouais, c'est génial, on a une version allemande, on a une version espagnole, une italienne et une version française, c'est génial ». Et il va falloir payer 5 $ de plus si vous voulez le livret et les cartes traduites. Ouais, mais non, en fait. Pourquoi ? Comment accepter ? Enfin, si, il y a des gens qui vont accepter, bien évidemment, et je les comprends, après tout, si on est très fan de l'univers, bon, qu'est-ce que c'est 5 $ sur un pledge de 99 $, c'est pas énormissime, mais si je sais que c'est quelque chose que je comprends en termes économiques du point de vue de Dimension Games, l'éditeur de ce jeu, je le comprends moins d'un point de vue marketing, d'un point de vue service client, d'exiger au public non anglophone de payer 5 $ de plus pour avoir le même jeu mais dans sa langue. C'est une sorte de prise d'otage un petit peu bizarre, je trouve. Alors donc effectivement la somme n'est pas si conséquente que ça, et je pense que ça peut se justifier de leur côté économiquement parce que ça coûte beaucoup plus cher, parce qu'il y a moins de quantité, etc. Il n'y avait pas moyen d'éponger un tout petit peu ces 5 $ de les prendre. Alors c'est vrai que si on a 10 000 copies à 5 $ de plus, ça fait une somme assez conséquente, mais je pense qu'il y avait un moyen, ne serait-ce que,
et c'est malhonnête ce que je vais dire, de dissimuler ces 5$ dans les frais de port par exemple. On aurait peut-être moins gueulé, enfin je trouve ça un peu bizarre quand même, comme approche. Et il y a beaucoup de niveaux pledge avec ce plus 5$ si vous le voulez en français. Et c'est un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, 99$, toute la première catégorie, c'est pour ceux qui ont déjà le jeu de base, spécifiquement. Ici, Madness Reborn Pledge pour l'extension seulement. Ensuite, pour les Returning to Madness Investigator, vous avez l'extension qui, j'ai l'impression quand même, j'ai pas vu le détail, mais j'ai pas vu le mot, mais j'ai l'impression que c'est un standalone. Allez voir. Donc 124, c'est pour ceux qui voudraient le upgrade kit de la première campagne, enfin de la première édition du jeu, pour aller corriger certaines petites coquilles ou aller améliorer un petit peu l'équilibrage en gros du jeu d'origine. Donc vous pourrez le faire avec ce petit upgrade kit en plus de l'extension, donc 124$. Ensuite 150 pour avoir le all-in, donc plus le upgrade kit, l'extension et puis tous les stretch goals, etc. Et ensuite, si vous êtes nouveau dans l'univers de Deep Madness, vous avez aussi tout un lot de sets, de pledges complémentaires à 85 pour le jeu de base, tout simplement. Donc oui, vous avez bien vu, l'extension coûte plus cher que le jeu de base. C'est comme ça. Mais en plus, si vous êtes francophone, attention, c'est pas 5$, cette fois-ci c'est 15$ de plus qu'il faudra débourser pour le livret de règles et les cartes. Ok. Ensuite, 135 pour le Investigator Pledge pour accompagner le tout de Endless Nightmares and Uncounted Horrors, qui sont deux extensions qui étaient déjà précédemment sorties. Ensuite, 359$ pour avoir la totale plus la nouvelle extension, évidemment. J'essaie de trouver quelque part une mention concernant la possibilité d'un standalone, mais je ne la trouve pas. Plus 30$ pour le Translation Pack, donc le pack de traduction. Attention, là on ne nous dit pas, comme tout à l'heure, que c'est pour les cartes et le livret de règles en français. C'est pour un Translation Pack. C'est peut-être encore moins qualitatif qu'un livret de règles et du matériel vraiment en français. Je sais pas, à voir. Ensuite 329, 399 pour un gameplay all-in. Alors là c'est vraiment, on a une quinzaine de boîtes, peut-être un petit peu moins quand même, mais une bonne douzaine de boîtes à mon avis. Plus 30$ bien évidemment pour le pledge en français. Donc vous aurez compris un petit peu le côté un petit peu coup de gueule qui fait que je le place essentiellement ici. C'est peut-être aussi ce qui vous a amené vous à ne pas le placer si haut que ça dans le sondage de la semaine. Et du coup je vais pas passer trop de temps là-dessus. Ceci dit, pour ceux qui sont amateurs du genre, vraiment dans l'horrifique, un peu dans le sorte de dungeon crawler qui n'en est pas véritablement un, ça reste un jeu qui est plutôt très apprécié par ceux qui ont pu y jouer. Donc si vous êtes amateur, un petit peu d'un esprit Lovecraftien, avec une très belle direction artistique, avec du kilo plastique dans tous les sens, ça reste vraisemblablement, je n'y ai pas joué, un excellent jeu. À voir, mais il faut accepter la petite pilule de se dire, bon, on va dépenser un petit peu plus, parce que le simple fait qu'on est français exige de débourser un petit peu plus d'argent. On l'acceptera ou pas. Moi, heureusement, j'étais pas très intéressé par le jeu à l'origine, c'est pas mon type de jeu tout simplement. Mais si c'était le cas, je l'aurais eu un peu mauvaise quand même. Ensuite, rapidement, les frais de port pour l'Union Européenne, c'est 18, 20, 25, 35 en fonction de votre niveau de pledge et du poids de ce dernier. Ensuite, pour ceux qui seraient au Canada, 31, 35, 43, 55. Pas très agréable non plus ces frais de port, ma foi. Et enfin, pour ce qui est du Japon, juste par curiosité, 25, 28, 40, 65. Ok. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Deep Madness avec cette extension Madness Reborn. 2100 contributeurs pour l'instant à 11 jours de la fin de la campagne. Je pense qu'on ira chercher peut-être les 5000, voire peut-être 6000 contributeurs, mais on va rester quand même sur une sorte de campagne mi-figue mi-raisin, un peu plombée par cet aspect, débourser un petit peu plus parce que vous êtes français ou francophone tout du moins, parce que sinon on vous emmerde. Voilà. C'est tout pour Deep Madness. On continue tout de suite avec In Dreams par Side Room Games, et vous le voyez, on a déjà aussi, je reviens d'ailleurs ici, voilà, on a déjà la version francophone disponible qui sera assurée par Boom Boom Games si je ne me trompe pas. Un petit jeu à 15$, donc c'est vraiment pas très cher. C'est une expérience solo comme vous pouvez le voir, hein, un joueur, 10 à 15, 20 minutes maximum la partie, et pour 14 ans et plus. On est plongé ici dans un univers onirique, les illustrations, la direction artistique de manière générale est magnifique, j'adore. Et pourtant, vous le voyez, 400 contributeurs pour un projet de Side Room Games, qui est un éditeur assez renommé pour ses petits jeux relativement contenus, relativement abordables en termes tarifaires, c'est pas un super résultat. Alors, deux explications potentiellement à ça. Peut-être la première est à trouver du côté de la plateforme GameFound. On sait que, mis à part pour des gros projets avec des éditeurs déjà bien connus ou des projets vraiment experts, ils ont souvent du mal à rameuter les foules.
Et c'est aussi la première fois que Sideroom Games, si je me souviens bien, utilise GameFound. Donc déjà, une raison et demie, le portage vers GameFound, première fois chez GameFound pour Sideroom Games. C'est peut-être une première raison qui peut expliquer ces 400 backers, ce qui est assez faible, 6800 euros d'engrangés, dollars, pardon, pas euros. Donc c'est financé, quoi qu'il en soit, donc ça va, a priori ça devrait bien se passer. On nous dit que c'est 20 minutes alors que c'était 10 tout à l'heure, donc bon, disons entre 10 et 20 minutes. Et la deuxième raison que je peux entrevoir potentiellement, c'est pas du tout la DA, parce que vous le voyez, elle est très très belle, la DA. Mais c'est vrai que moi-même, ça me met pas forcément la tulipe à 45 degrés, hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est pas très clair dans la campagne en réalité. On a un deck de cartes, on va tirer des cartes et vivre des événements, et il y a différents embranchements scénaristiques avec plus ou moins de choix en fonction du tirage, etc., et qui vont nous mener vers une aventure différente à chaque partie. C'est pas inintéressant dans le concept, dans le principe de jeu, mais c'est pas vraiment dévoilé en détail dans la campagne. D'ailleurs, vous allez voir, la campagne est extrêmement courte. Voilà, la campagne est terminée. Il n'y a pas un vrai how to play, une vraie explication imagée avec des petits gifs ou même des images pour vous dire c'est comme ça que ça se joue. En gros, vous allez avoir ce qu'on appelle en anglais des prompts, donc des petits mini pans scénaristiques et des petits choix vis-à-vis de la nature de l'événement que vous rencontrez. Et à partir de là, vous allez évoluer dans votre aventure vers de nouvelles cartes. Et à chaque fois, ça sera différent. Et c'est pas vraiment un jeu avec des composants très très fournis, c'est vraiment qui va utiliser pas mal votre imagination ici pour aller vivre une expérience dont la narration est quasiment émergente en fait, elle n'est pas vraiment écrite à proprement parler, il y a des très petits éléments scénaristiques qui vont vous emmener à utiliser votre imagination, pardon, avec des petites combinaisons, avec un petit peu de, comment dirais-je, un petit peu d'effort de la part du joueur, où ici par exemple on voit que quelqu'un essaie de prendre des notes sur l'expérience qu'il traverse avec les cartes Memory, Symbol, Solitude, Removal, et il va essayer de produire sa propre histoire, A Cherished Memory, A Symbol of Oppression, etc. etc. Et effectivement, ça peut être super intéressant sur le papier, mais c'est aussi quand même carrément abstrait, et pas forcément hyper bien présenté dans la campagne, donc ben, ça bide un petit peu. Donc voilà, ils sont pas en train de se prendre une patate non plus, quand même, soyons honnêtes, mais je pense qu'ils attendaient mieux, et que pour l'instant ça se passe pas super bien. Mais bon, en tout cas pour ceux que ça pourrait intéresser, on a une version francophone et ça c'est plutôt très cool. Le pledge de base, le pledge mis en avant en tout cas durant la campagne, c'est cette version que vous voyez ici, en fait qui est la même pour le français que pour l'anglais. Elle est à 15$, donc on est vraiment sur un jeu plutôt minimaliste, hein, avec un matériel assez contenu, donc le prix suit la même logique, ce qui est plutôt agréable. Donc 15$, et ma foi c'est quasiment tout. On peut quand même aller chercher le Master of Dreams, mais uniquement en anglais, un petit peu dommage, qui est une version un petit peu, je sais pas, on pourrait même pas dire deluxifiée véritablement, mais vous aurez votre nom à l'intérieur de la boîte ou du livret de règles. C'est une sorte de petit pledge mécénat. Pour 10$ de plus, vous avez un petit peu une notification de votre participation à la campagne. Voilà, c'est pas hyper intéressant, mais pourquoi pas après tout. Et ma foi, c'est à peu près tout. Donc on peut aller voir directement les frais de port. Sachez que pour la France, pour la région francophone, les régions francophones, disons toute la francophonie, eh bien c'est ici que ça se trouve. Là c'est les frais de port pour les pays, pour la version anglaise. Pour la version anglaise, c'est ici que ça se passe. Pour la France, 6$, Belgique, Luxembourg, 10, le reste de l'Europe, 15, Canada, 18. Pour un jeu qui coûte 15$, ça commence à faire cher. Même pour la Belgique, 10, déjà limite. Et pour les Grecs, ça par contre c'est encore autre chose. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui parle grec et qui suit la chaîne. Donc bon. Et ma foi, c'est à peu près tout. Donc voilà, In Dreams, projet pas inintéressant au demeurant, mais pas forcément super bien présenté dans cette campagne, et quand même très très abstrait, malgré une direction artistique vraiment très belle. On continue de suite avec la trilogie, c'est même pas une trilogie parce qu'il n'y a pas de continuité entre les jeux, mais la nouvelle, comment dirais-je, le nouveau set, le nouveau lot de 3 jeux proposés par Board Game Tables, l'éditeur qui s'est fait connaître d'abord par ses tables de jeux avant de créer ses propres jeux, dont une partie est plutôt des refontes de jeux préexistants, comme c'est le cas en partie ici. Ici avec Roll to the Top, Pollen et Big Top, avec les illustrations de Miko, vous pouvez déjà le reconnaître à son style très particulier, très caractéristique. Et 901 contributeurs à 20 jours de la fin de la campagne, 75 000 euros d'engrangés, pas mal, mais on a vu mieux du côté de chez Board Game Tables. C'est vraiment l'éditeur qui a fait de ces campagnes une spécialité, hein. C'est un des seuls éditeurs qui réussit à pondre des campagnes avec 3 jeux et à faire des bons résultats.
Et c'est pas forcément la campagne la plus représentative de cette mouvance, puisque vous allez le voir, la première fois qu'ils avaient tenté ça, ça remonte à combien de temps C'était ici, je crois, ici, qui avait été annulé puis reporté ici. Donc Factory Funner, Bear Red et Ghost of Christmas, qui avait fait 4400 contributeurs. Ensuite, on avait aussi deux jeux, Dandelions et Psychic Pizza Deliverers Go to the Ghost Town, c'était long à dire ça, 4000 contributeurs. Ensuite, on avait ici Habitats 9 Lives Basket Boss, presque 3000 contributeurs. Puis les extensions pour des jeux précédemment sortis assez populaires de l'éditeur. Kabuto Sumo avec Bytes, avec QE, avec. C'était quoi déjà le titre de ça On Tour. Et là, ça avait fait près de 8000 contributeurs. Et là, force est de constater qu'avec Road to the Top, Pollen and Big Top, on va pas aller aussi loin que ça. 901 contributeurs en fin de première semaine, ça veut dire, je pense, max 3000, 3500 avant la fin de la campagne, ce qui n'est pas ridicule du tout, mais je pense même qu'on ira chercher moins que ça, honnêtement. Pour autant, on est sur des jeux qui, généralement, sont plutôt de bonne qualité. Alors, il y a un petit peu de niveau inégaux entre chacun des jeux, bien évidemment. On ne va pas forcément apprécier les trois jeux. Vous pouvez bien évidemment les prendre à l'unité, mais il y a une petite ristourne si vous les prenez tous ensemble. 89$ au lieu de 97. Sinon, à l'unité, c'est 39, 39 et 19. Comme c'est un projet mention honorable, on va pas faire le détail, mais il y a quand même beaucoup d'informations parce qu'il y a 3 jeux. Sachez également qu'il y a des upgrades pour chacun des jeux, 19, 12, 12, pour avoir des éléments complémentaires, supplémentaires, devrais-je plutôt dire. Par exemple, pour Road to the Top, ici, vous aurez 6 maps supplémentaires pour 19$, vous aurez pour 12$ de plus pour Pollen 45, Glass Domes for Pollen, donc des petites pièces en verre pour aller deluxifier un peu votre pledge, et puis 78 pièces de métal pour Big Top, qui est un jeu d'enchères. Alors ensuite, rapidement, les 3 jeux sont censés être très abordables, très accessibles, très faciles à expliquer, mais pas dépourvus de profondeur stratégique. Ils sont relativement rapides, et puis ils vous encouragent aussi à faire plusieurs parties, parce qu'il y a un vrai, degré d'apprentissage et de progression après plusieurs parties qui vous donne envie d'y retourner. Roll to the Top, c'est un roll and write, donc vous allez voir des dés avec de forme un peu bizarre, d'ailleurs celui-ci est assez particulier. Bref, des feutres, des maps, avec par exemple une tour Eiffel ici, et vous devrez progresser vers le sommet au fur et à mesure. Pollen, on est plutôt sur un jeu de pose de tuiles, même si les tuiles sont ici remplacées par des cartes, et vous devrez attirer les pollinisateurs, donc les abeilles, en posant des fleurs un petit peu partout, en produisant du pollen, quoi, en gros. C'est charmant, le matériel a d'être vraiment sympatoche également. Et puis Big Top, qui est un jeu d'enchères, dans lequel vous allez d'abord chercher à acquérir des cartes, et ensuite les cartes acquises vont plutôt orienter vos possibilités d'enchères sur les prochaines cartes, puisqu'il va falloir faire une enchère d'une certaine valeur pour pouvoir compléter les cartes précédentes et pouvoir les scorer. Donc je ne suis pas spécialement un amateur vraiment notable de jeux d'enchères, mais si je l'étais, Big Top a l'air d'être quand même assez intéressant dans son registre. Voilà, on va passer assez rapidement, juste sur les statistiques rapidement de chacun des jeux, et ensuite on passera directement à la fin parce que ça reste une mention honorable. 1 à 6 joueurs pour Road to the Top, 20 minutes avec, vous le voyez, donc toujours ce sentiment de progression par du bas pour aller de plus en plus haut, avec des dés et des feutres, ça reste un roll and write assez classique. Ensuite, vous avez aussi la petite extension que j'ai mentionnée tout à l'heure, si vous dépensez, je crois, 19$ de plus, vous aurez 6 cartes complémentaires, c'est toujours agréable d'avoir un peu plus de rejouabilité. Ensuite, on passe directement à Pollen, qui est donc pour 2 à 4 joueurs, celui-ci, pour 40 minutes, et vous pouvez y jouer même si vous êtes allergique au pollen, et ça c'est plutôt cool, avec donc les petits composants et la direction artistique toujours aussi charmante, et vous pourrez aussi aller upgrader, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ces petites pièces en verre plutôt qu'en carton, pour aller upgrader un petit peu, vous le voyez ici, carton, verre, voilà. Ça n'a pas un grand intérêt en termes de gameplay, mais c'est vrai que pour ceux qui sont amateurs de deluxification, et j'en fais partie, c'est quand même appréciable malgré tout au moins d'avoir le choix. Et donc je disais, pose de cartes, pose de tuiles remplacées par des cartes, vous allez attirer des pollinisateurs et vous allez poser des petits disques de pollen et des petits composants d'abeilles et autres insectes en tout genre, c'est tout mignon, et c'est du Rainer Knizia, l'homme aux 45 783 jeux. Oui, c'est un peu exagéré quand même, mais pas tant que ça au final. Mais bon, le jeu a l'air charmant, c'est vrai que je serais curieux de le tester. Knizia nous a habitués à des jeux relativement différents, souvent des enchères d'ailleurs chez lui, ça va pas l'air d'être le cas ici, et ça va être assez joli, assez charmant, donc pourquoi pas, après tout.
Et enfin, le dernier, Big Top, qui lui se joue uniquement à partir de 3 joueurs, donc attention, à 2 c'est râpé, 3 à 4 joueurs, 40 minutes la partie, avec donc les illustrations de The Miko, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je trouve pour le coup que son style, sa direction artistique, son dessin, et bien pour une fois, je trouve que ça va plutôt bien avec le registre de Big Top. Pour une fois, parce que j'avoue que vous l'aurez compris si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, je suis pas très fan des illustrations de Miko, mais pour le coup, cet aspect un petit peu cirque, un petit peu foire, je trouve convient bien à ce que le jeu semble proposer en termes de thématique. Et du coup, pourquoi pas, pour une fois, hein, je serai un petit peu plus clément envers l'illustrateur. Ensuite, je le disais, donc c'est un jeu d'enchères, donc vous aurez bien évidemment un paravent chacun pour cacher vos ressources, etc. Vous allez chercher à acquérir des cartes, puis ces cartes-là vont orienter un peu vos prochaines enchères pour pouvoir scorer les précédentes. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et on a donc 78 pièces de métal éventuellement que l'on peut backer pour aller upgrader un petit peu son jeu comparativement aux pièces de carton de base, bien évidemment. Donc le jeu a l'air intéressant si vous êtes amateur de jeux d'enchères. J'avoue que si c'était le cas pour moi, j'ai rien contre ces jeux-là, mais c'est pas mon registre de jeu préféré, on va dire. Je m'intéresserais quand même pas mal à Big Top, ne serait-ce que pour cette mécanique assez intéressante de on va aller enchérir sur une carte, et si on réussit à la voir, elle va pas mal influencer les prochaines enchères. Ça, c'est assez intéressant. Donc les niveaux de pledge, j'ai dit tout à l'heure, hein, on a donc 19, 39, 39 à l'unité, ou sinon on peut faire des petits combos, 89 pour les 3, ou 119 pour les 3, plus leur upgrade en termes de deluxification, ou même 169 pour accompagner le tout d'un sac de transport de jeu. C'est celui que Xavier et moi avons d'ailleurs, et il est plutôt très sympa. Et ma foi, c'est à peu près tout. On peut passer maintenant au shipping. 9$, quel que soit le niveau de pledge si vous êtes au Canada. 14, 16, 17 si vous êtes en Europe, mais je me suis trompé, c'est 9 pour l'Union Européenne. Le non-EU, ça devrait concerner, j'imagine, du coup, la Suisse, peut-être. Donc voilà, il était bon quand même de le préciser. Et puis ensuite, pour nous au Japon, 29, 47, 56. Autant vous dire que pour chez nous, les frais de port sont pas très amicaux. Donc voilà, c'est pas très intéressant pour nous. Et ma foi, c'est tout pour Road to the Top, Pauline and Big Top, ce qui fait un segment de la vidéo un petit peu trop long, mais que voulez-vous, ils font des campagnes avec 3 jeux, donc je suis bien obligé de prendre un petit peu de temps, même si c'est une mention honorable. On enchaîne tout de suite avec 14 Frantic Minutes, qui nous vient de Crazy Like a Box, qui avait fait 2-3 campagnes un peu remarquées récemment. Je sais plus comment s'appelait un truc avec une consonance un petit peu indienne. Ouais, c'est ça. Relics of Rajavihara, avec une première campagne plus une extension, 1500, 1700 contributeurs, c'était plutôt pas mal. Et pour l'instant, 14 Frantic Minutes s'oriente pas vers un résultat aussi conséquent. 215 contributeurs à la fin de la première semaine, c'est pas génial. Il reste 21 jours, donc 3 semaines pour s'y intéresser, donc c'est quand même relativement conséquent. On peut aller chercher 1000, peut-être un peu plus, mais ça va pas être extraordinaire. Mais bon, avec 5500€, on est financé malgré tout. C'est un jeu pour 8 ans et plus, 1 à 4 joueurs en coopération, et vous l'aurez compris assez facilement pour des parties de 14 minutes. Là, ça va de soi, je pense que si vous n'aviez pas compris, vous êtes fatigué. 14 Frantic Minutes, ça correspond à 14 minutes frénétiques, donc vous allez partir sur une expérience assez stressante, en coopération, dans lequel vous allez devoir vous trouver la sortie d'un labo qui est habité par un savant fou qui cherche à détruire le monde, en fait, tout simplement. Chacun des joueurs va avoir un set de tuiles avec des formes un peu à la Tetris, et vous allez devoir créer des chemins pour vous évader tous ensemble du labo de ce savant fou. Et donc c'est assez intéressant parce que les tuiles ne sont pas forcément les mêmes d'un joueur à l'autre, j'ai l'impression, oui c'est ça, c'est un petit peu différent pour chaque joueur, et vous allez chercher à connecter vos tuiles, pas forcément celle de votre couleur, mais vous allez chercher à connecter la vôtre avec celle d'un autre joueur, puis d'un autre joueur, pour créer un chemin qui vous permet de vous mener à la sortie. Donc ça permet aussi d'éliminer un petit peu le côté alpha player que l'on a parfois, un joueur alpha qui va prendre un petit peu la dominance, la domination sur le reste des joueurs en disant fais ça, toi fais ça, et si on veut gagner, toi faut que tu fasses ça aussi. Là, apparemment, on sera tous plus ou moins concentrés, vu qu'on a très peu de temps en plus, sur nos propres tuiles, et en essayant de les placer au mieux pour réussir à sortir du labo. Voilà, donc assez intéressant. Par exemple, ici, vous voyez qu'un joueur a joué celle-ci, un autre joueur a joué ici, un troisième ici, puis le premier joueur a rejoué ici pour aller, j'imagine, activer un interrupteur peut-être, puis un autre joueur qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent joue cette tuile-là, et ainsi de suite.
Donc assez intéressant pour un jeu coop avec une thématique qui est assez peu présente en réalité puisque c'est essentiellement un jeu de puzzle stratégique un petit peu à la Tetris, mais avec un but différent bien évidemment, qui a aussi un petit côté escape game finalement puisqu'il faut s'échapper de ce labo après avoir activé différents interrupteurs j'imagine. Donc voilà, assez intéressant sur le côté puzzle et coopératif, avec donc Sylvain Plante, ou Planté, je ne sais pas, et Joe Slack, les deux auteurs du jeu. Pour ce qui est des niveaux de pledge, c'est relativement abordable, 29$ pour une copie du jeu plus une version en print and play, donc potentiellement la possibilité de jouer au jeu assez rapidement après la fin de la campagne, avant plus tard de recevoir une copie en physique. Ensuite le print and play uniquement, pour 7$, c'est jouable aussi. Et puis c'est à peu près tout, il n'y a pas de deluxification à outrance, on ne se perd pas dans la campagne, il y a 2 niveaux de pledge, un en print and play et un en physique, plus print and play, tout ça pour un coût relativement modeste. Donc après tout, pourquoi pas si ça vous tente. Ensuite, les frais de port Canada 15 à 20$, là par contre c'est beaucoup moins sympa parce que du coup le jeu est assez abordable, assez peu onéreux, mais les frais de port eux sont pas si géniaux que ça. Donc évidemment, je vous encourage plutôt à aller chercher l'option de 2 copies, de faire un mini pledge groupé à 2 pour pouvoir amortir un petit peu les frais de port. Ça fait du 10$ pour les Canadiens, c'est un peu plus intéressant. Mais c'est vrai qu'en l'état, une seule copie, c'est un petit peu cher pour le jeu et son prix d'origine. Pour l'Union Européenne, c'est pas très différent, 13 ou 16 pour 2 copies. Et pour nous qui sommes en Asie, 17 à 22. Ok. Et ma foi, c'est à peu près tout pour 14 Frantic Minutes. Malheureusement pas disponible en version française, mais vous l'aurez vu, ici il y a quand même assez peu de texte. En fait, je pense qu'il suffit de comprendre le livret de règles, peut-être l'aide de jeu ici, pour pouvoir s'en sortir assez facilement. Donc l'absence de version francophone n'est pas si handicapante que ça. 14 Frantic Minutes, 215 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne. Calmons-nous, 5500€ d'engrangés pour l'instant. Continuons sans plus tarder avec un projet qui nous vient de Chicago, mais d'un auteur qui habite au Japon, du côté de Tokyo, avec qui on a eu quelques contacts pour voir si on pouvait ou on voulait éventuellement faire une petite review du projet. Mais c'est pas vraiment un projet pour nous, et en plus de ça, ça nous a été présenté un petit peu trop tard, donc finalement on ne va pas le présenter. Enfin, on va le présenter dans le menu bien évidemment, mais pas de vidéo uniquement dédiée à ce jeu. Il s'agit de Nazo Nazo Playing Cards. Alors Nazo Nazo, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme japonais, et c'est bien logique, ce sont des devinettes, des mystères, des énigmes en gros. Et ici en fait c'est un jeu de cartes, tout ce qui est de plus classique, hein. Vous voyez ici un 6 de cœur, un 7 de cœur, etc. Sauf que sur ces cartes se trouvent des mystères, des petites énigmes à aller bien simplement solutionner au fur et à mesure de vos parties de tout ce que vous voulez en fait. Vous pourrez jouer au blackjack, au poker, à ce que vous voulez avec ces cartes, mais elles ont une apparence tout à fait particulière et unique comparativement aux jeux de cartes qu'on a l'habitude de voir, et aussi elles comportent donc des mystères que vous pourrez essayer de résoudre également. Donc c'est pas inintéressant, mais fondamentalement c'est un jeu de cartes. 63 000€ d'engrangés pour l'instant, c'est quand même pas si mal pour un jeu de cartes. 557 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, ça nous vient de Portfolio 52, donc c'est le deuxième projet. Il me semble que le premier c'était déjà un jeu de cartes de Nazo Nazo, je crois. Non, c'était un jeu de cartes également, mais pas de Nazo Nazo celui-ci, c'était Oddfellows Playing Cards. Donc c'est un peu une spécialité chez lui de faire donc des decks de cartes, mais avec un côté spécifique, un côté un peu unique, qui vient apporter un peu plus que la simple expérience d'un jeu de cartes habituel. Donc voilà, vous aurez 3 decks disponibles. Vous aurez le Guest House, vous aurez la Tatami Room et vous aurez le Onsen. Donc le Onsen, c'est les sources chaudes que l'on voit souvent au Japon. C'est vrai que c'est assez sympa les Onsen. Ensuite, ma foi, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Sachant juste que chaque carte va être unique et qu'il y aura donc des énigmes et que vous devrez essayer de trouver un maximum de choses qui s'y trouvent. Il y a des énigmes pour chaque carte présente. Donc voilà, à vous de voir si ça peut vous tenter, puisque bien évidemment vous pourrez simplement les utiliser aussi comme un jeu de cartes tout à fait classique, mais sauf que c'est une fresque artistique assez sympa dans un style un petit peu japonisant, plutôt bien réalisé. Pour ce qui est des niveaux de pledge, rapidement, on a ici 14$ pour la Guest House, ensuite on a 18$ pour la Tatami Room, et 25$ pour le Onsen. Alors pourquoi les prix sont différents? Peut-être un petit côté de luxification aussi, notamment pour le paquet de Onsen, où je crois que les bords des cartes sont dorés, si je me souviens bien. Il y avait une différence de cet ordre-là.
je crois. Alors d'abord, c'est une édition limitée, c'est vrai. Ensuite, la Tatami Room. Ah oui, c'est ça la différence, excusez-moi. J'ai mal calibré ma présentation. La Guest House, c'est un jeu de cartes standard, ça se limite à ça. Tatami Room a aussi un versant puzzle où vous pourrez aussi recomposer toute une scène dans une pièce de tatami à partir de toutes les cartes, donc sans jouer au jeu de cartes. Et puis le onsen qui lui pour le coup est une édition limitée. On revient donc au niveau de pledge mentionné, voilà 14, 18 et 25, et je crois qu'il y a un petit aspect peut-être de luxification, mais je me trompe peut-être. Ensuite, vous pourrez aussi pour 40$ each des uncut sheets, donc c'est-à-dire que c'est pas prédécoupé, alors c'est juste pour avoir l'aspect freeze, donc l'aspect purement artistique, j'ai l'impression. Là, pour le coup, j'aurais dû bosser un peu plus à l'avance, mais bon, c'est pas grave. Ou 100$ pour les 3. Ok, donc 40$ à l'unité, 100$ pour les 3, mais sans être prédécoupé à l'avance, donc juste pour faire une fresque artistique, et c'est vrai que c'est assez joli. Pourquoi pas. Ou 185 pour les Pledge Cloud Brick pour 12 decks. Ok, pourquoi pas. On peut faire des cadeaux aussi, sympa. Et ma foi, c'est à peu près tout. On va passer directement aux frais de port qui sont pas très bien mis en avant, puisque je les trouve pas du coup. Est-ce que je peux les trouver? J'ai pas l'impression que je vais pouvoir les trouver. Donc, bah, ma foi, eh bien, il va falloir trouver ça par vous-même. Écoutez, on va regarder juste par curiosité, parce que parfois, il suffit d'aller checker ici. Est-ce que c'est 9$ partout? Peut-être. Je sais jamais vraiment si c'est digne de confiance, cette petite partie ici à droite. On peut aller voir éventuellement un pledge avec les 3 decks. Est-ce que c'est toujours le même prix? Non, c'est 18. Donc, a priori, ça pourrait être digne de confiance. Par exemple, pour la France, à tout hasard, 18$ pour les 3 decks. Pourquoi pas? C'est pas très gros, c'est pas très lourd. Ça peut avoir du sens. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Nazo Playing Cards. Pour l'instant, vous le voyez, plutôt un beau score. 560 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne. Après, c'est simplement un jeu de cartes, même s'il y a un aspect puzzle pour le second et un aspect un peu plus deluxe pour le troisième. Voilà. On continue avec Unlucky Adventures. C'est pas très beau, voilà, je le dis d'emblée, et du coup ça va justifier un segment très très court de la vidéo, parce que vraiment c'est très très pas beau. Voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire. Unlucky Adventure, c'est un petit jeu pour 15 à 60 minutes de la partie, donc fourchette assez large, pour 2 à 6 joueurs et pour 8 ans et plus, autrement dit c'est un jeu relativement familial, un jeu qui peut se jouer en compétitif, parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était coopératif mais j'ai mélangé avec un autre projet de la semaine, donc non c'est pas du tout coopératif, c'est compétitif, et ça se base sur de la gestion de main et des jets de dés basés sur essentiellement un univers de fantasy relativement classique. Pour l'instant, 101 contributeurs, 2423€ d'engrangés sur 3700, donc on n'est pas encore financé. Il reste plus de 3 semaines pour se pencher sur son sujet, mais pas de version francophone, donc pour vous c'est peut-être moyennement intéressant. Et c'est le premier projet de Unlucky Archer. Au-delà de ça, bon, je vous l'ai dit, pour 2 à 6 joueurs, mais avec une direction artistique assez bof. Voilà, donc vous aurez un personnage de votre choix, ensuite différentes créatures que vous pourrez être amené à rencontrer, bien évidemment des actions et des items à aller comment dirais-je, ajouter à votre matériel de base pour devenir plus fort, pour mieux affronter les adversaires et ainsi de suite. Mais bon, c'est relativement classique et c'est pas très très joli. Les niveaux de pledge, 16 livres pour les 100 premières copies, donc c'est un early bird. Si vous ratez le early bird, ce qui est probablement le cas du coup, puisqu'on est actuellement à 101, donc oui c'est tout juste trop tard, eh bien vous devrez débourser un petit peu plus, 18 livres. Et puis ensuite on a également des add-ons comme par exemple un tapis de néoprène de l'oxyfication ultime pour un jeu aussi vilain que celui-ci, j'avoue que pas convaincu. Les frais de port, rapidement, la France n'est pas là, donc ça va être dans l'Union Européenne du coup, 11 livres ou 13 livres si vous prenez également le playmat. Pour nos amis canadiens, 13 à 19 livres, avec une petite astérisque, mais j'ai la flemme d'aller voir ce que ça veut dire. Et pour le reste de l'Asie, pour nous au Japon, 14 à 20 livres, ok. Ma foi, pas très tentant, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et puis c'est un premier projet malgré tout, donc à respecter bien évidemment, et ça peut être relativement sympa si vous jouez en famille, mais malheureusement pas de version francophone, donc je pense qu'il y a assez peu de chances qu'on voit des backers francophones pour ce projet, mais quand même par curiosité, on sait jamais. France, oui, si, un contributeur français, salut à toi si tu nous regardes, un en Belgique également, peut-être un francophone supplémentaire. Et c'est tout pour Unlucky Adventures. Enchaînons des suites avec Life of the Amazonia.
qui nous vient de Bad Comet Games, donc les Coréens de Bad Comet, qui avaient fait un très très joli succès d'ailleurs avec leur précédent jeu, qui d'ailleurs vous allez voir a certains parallèles avec Life of the Amazonia. Il s'agissait de Wild Serengeti, qu'on a montré dans la chaîne, donc on a fait une expli partie et également un petit... Non, c'était pas une review, c'était une expli partie suivie je crois d'une mini review si je me souviens bien. 5000 contributeurs à l'époque, hein, donc très joli résultat, avec un jeu très beau, très belle direction artistique, des meeples d'animaux vraiment adorables, très bien réalisés. Avant ça, il y avait aussi le très intéressant Shaolia, qui avait fait 1500 puis 1184 pour seconde impression plus extension, qui a l'air d'être assez intéressant, d'ailleurs j'aimerais bien le tester un jour. Wild Serengeti chez nous il n'a pas du tout floppé, hein, c'est un peu exagéré, mais il n'a pas convaincu tant que ça, pour être tout à fait honnête. Life of the Amazonia a l'air d'être suffisamment différent pour être intéressant malgré tout, même si ça partage quand même pas mal de choses en termes de thématiques, où on reste encore dans les grands espaces comment dirais-je, le parc du Serengeti en Afrique, l'Amazonie, on est très dans un thème un peu animalier, un petit peu écolo, etc. Donc c'est très charmant, mais Wild Serengeti c'était quand même très très chaotique, très bordélique, très bon jeu malgré tout. C'est un bon jeu puzzle spatial assez intéressant, mais très chaotique. Je serais très curieux de le tester à 3 ou 4, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire, mais à 2 déjà, c'est quand même pas mal tributaire de ce que votre adversaire va faire, donc dans ce sens-là, il y a un peu d'interaction indirecte, mais qui peut pas mal vous pourrir, même si c'est pas forcément l'intention de l'adversaire à la base, forcément. Mais de ce point de vue-là, je serais quand même assez réservé vis-à-vis de Wild Serengeti. Il faut qu'on le tente encore un peu plus, il faudra qu'on fasse 4-5 parties supplémentaires, si possible à 3-4 joueurs pour voir ce que ça donne également, mais en l'état je pense que c'est plutôt un jeu à 2 joueurs essentiellement. Life of the Amazonia, ceci dit, est assez différent pour ne pas partir sur les mêmes principes de jeu. Je pense qu'il peut se jouer certainement à plus que ça. Il n'y a pas cet aspect puzzle spatial aussi prononcé que dans Wild Serengeti, qui du coup d'ailleurs a été renommé, réintitulé Life of the Serengeti, si je me souviens bien, parce que Wild Serengeti avait une question de droit qui fait que pour les prochaines impressions éventuelles, ils n'auront pas le droit d'utiliser ce nom-là. Quoi qu'il en soit, vous avez ici toujours un matériel très soigné, une direction artistique très soignée, comme c'était le cas déjà avec Wild Serengeti, avec ici l'arbre, enfin le rocher du Serengeti qui évoquait un petit peu le roi lion, qui est cette fois-ci remplacé par une superbe cascade en carton pour Life of the Amazonia, avec des tuiles bien évidemment, avec des arbres que vous pourrez aller apposer. Vous pourrez aussi aller apposer tout un tas de petits animaux selon leur écosystème dans lequel ils peuvent évoluer. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc comme pour Wild Serengeti, il y a un mode solo, c'est pour 14 ans et plus, pour 60 à 150 minutes la partie en fonction du nombre de joueurs j'imagine, pour une complexité moyenne, et uniquement, malheureusement pour l'instant en tout cas, disponible en anglais, mais je ne doute pas qu'après le succès de Wild Serengeti, on aura aussi certainement une version francophone peut-être à terme. On vous propose ici d'aller construire votre propre jungle en y découvrant toute une faune et toute une flore luxuriante, bien évidemment avec des animaux sauvages, des insectes et des plantes dans tous les sens. C'est un jeu où on va placer des meeples d'animaux dans tous les sens, pas seulement des meeples d'animaux d'ailleurs, mais également des arbres, etc. Ça combine plusieurs mécanismes avec en son centre le backbuilding, donc de la construction de sacs, si on traduisait de manière un petit peu inélégante en français. Donc on va ajouter des éléments dans un sac, on va les piocher et on va essayer de les poser ensuite sur le plateau. Et puis également du pattern building, donc de la construction de formes, la construction de tableaux, je pourrais dire. On va chercher à respecter certains prérequis qui nous demanderont par exemple d'aller apposer un perroquet dans une zone spécifique pour pouvoir le scorer et ainsi de suite. Donc vous aurez ici par exemple les cartes avec les différents animaux de la partie, avec ici le perroquet par exemple, ou un singe, ou un guépard, ou que sais-je encore. Ensuite, le gameplay, alors vous avez quelques gifs qui vous parleront peut-être un petit peu plus que de simples explications, et au-delà de ça, vous aurez aussi la vidéo de Nyx, qui a mis la main sur le proto, comme c'était déjà le cas à l'époque pour Wild Serengeti, et qui saura vous expliciter ça de manière bien plus précise et bien plus détaillée, bien évidemment. C'est aussi là que vient entrer le mécanisme de backbuilding avec les différents jetons, avec donc de la nourriture, de l'argent, des plantes que vous allez ajouter dans votre sac, et c'est à partir de cela que vous allez développer votre écosystème, et à partir de là aussi poser des animaux au fur et à mesure pour créer différentes synergies entre les animaux eux-mêmes, parce que vous voyez que malgré tout, comme dans Wild Serengeti, il y a aussi cet aspect de puzzle spatial
et comment dirais-je, de synergie entre les différents animaux et leur habitat. Donc assez intéressant malgré tout, avec des similarités mais aussi suffisamment de différences pour en faire un jeu radicalement différent, même s'il partage quand même pas mal de choses. Et ensuite il y a aussi différents chemins vers la victoire, différentes façons de scorer devrais-je plutôt dire, avec les différents animaux qui pour chacun vont scorer différemment. On nous parle aussi d'une high replay value, donc une grosse rejouabilité, parce que, comme pour Wild Serengeti, il y a beaucoup de cartes, et on nous dit ici qu'il y a environ 60 000 façons différentes de faire le setup, donc l'installation en début de partie, donc beaucoup de combinaisons possibles pour beaucoup de rejouabilité, et certainement des parties assez différentes les unes des autres. Le mode solo également. Le mode solo qui est également comment dirais-je, dévoilé ici sans grand détail, mais le mode solo de Wild Serengeti était assez sympa, d'ailleurs c'était une expérience beaucoup plus zen entre guillemets que ne pouvait l'être le jeu en multi. Ensuite, continuons pour les niveaux pledge, c'est ici que ça se passe, avec le pledge de base que vous voyez ici à 65$ contre 73 une fois qu'il atteindra les boutiques, avec les composants que vous voyez ici, hein, la magnifique cascade en carton, mais c'est pas négatif, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est vraiment en carton pour le coup. Et je crois qu'elle pourra, j'espère qu'elle pourra entrer pré-montée comme ça dans la boîte en étant rangée, sans avoir besoin de la démonter au fur et à mesure à chaque partie, je crois. Hein. Ensuite, les différents meeples d'animaux, toujours aussi charmants comme c'était le cas dans Wild Serengeti, avec les petites grenouilles qui sont particulièrement mignonnes. Ensuite, les caïmans, les toucans, les tamarins, les jaguars, etc., etc. On a même un paresseux. On aura même un hoatzin dont j'ignorais l'existence, qui ressemble un petit peu à un pan avec moins de couleurs. Un river dolphin, un dauphin de rivière, ça aussi je connaissais pas. Et un anaconda, beaucoup moins sympathique. Je déteste les serpents, je vous le dis. Ensuite, continuons. Y avait-il un deuxième niveau de pledge? J'ai oublié entre temps. Je crois pas d'ailleurs, parce que déjà je crois que pour Wild Serengeti, je crois qu'il y avait qu'un seul niveau de pledge. Je crois que c'est encore la même chose pour Life of the Amazonia. Il y a un petit promo pack, mais ça c'est pour tous les backers, c'est gratuit en plus. Avec un Harpy et un Capybara également, d'accord. Il y a des add-ons par contre. Alors un add-on pour avoir des éléments deluxifiés, avec donc ces petits éléments en bois plutôt que les éléments en carton qu'on a vu précédemment. Ensuite, on a aussi les ressources, les tokens de ressources qui sont upgradés potentiellement pour 29$ par des choses qui s'apparentent à des jetons de poker, mais c'est en bois, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est en bois avec surimpression, donc c'est très sympa et là encore. Mais c'est vrai que si on prend les deux de l'exification, 21-29, c'est quand même 50$ de plus, c'est assez conséquent. Ensuite, il y a encore, c'est pas fini, le Wooden Waterfall of Life. Ouh, d'accord, donc la cascade cette fois-ci en bois. Ouh, oui, effectivement, belle de l'exification, mais ça va coûter très très cher, ça par contre. 25 plus les 50 déjà tout à l'heure, donc ça fait 75, c'est plus cher que le jeu en deluxification. Plus potentiellement les sleeves également, plus éventuellement un set de meeples complémentaires si vous n'êtes pas satisfait du seul set fourni de base, si vous voulez les décorer un petit peu partout par exemple, pourquoi pas. Donc, 65 pour le jeu de base, 99 pour la totalité des deluxifications, donc c'est un petit peu moins cher que de les prendre à l'unité bien évidemment, contre 135 en boutique, et le Jaguar Tier 129, qu'est-ce que ça vient ajouter de plus? Ah bah oui d'accord, c'est une partie de la deluxification ici, et la totalité de la deluxification, donc la cascade en bois plus les sleeves, cette fois-ci à 129. Ça fait un pledge un peu plus cher certes, mais bon, si on aime deluxifier, pourquoi pas. Ensuite, est-ce que je retrouve la vidéo de Nyx? Voilà, c'est ici que ça se passe. Ouais. La vidéo de Nyx, plus qu'une simple suite, c'est la question. Créez votre réserve naturelle. Donc bien évidemment, comme à chaque fois que je le peux, je vous renvoie vers la vidéo de notre ami Nyx, avec lequel on va bientôt collaborer pour plus de vidéos d'ailleurs. Donc petit teasing. Ensuite, continuons pour les frais de port. Pour ce qui est du Canada, 23$ de frais de port. Pour l'Union Européenne, 21. Pour la Suisse, du coup, ça doit être 32, j'imagine. Ensuite, pour le Japon, 27. Ok. Alors qu'on est juste à côté de la Chine et de la Corée du Sud. Bon. Ok. Et ma foi, c'est à peu près tout. La TVA aussi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de TVA aujourd'hui. La TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc attention. Parfois, c'est pas précisé dans les campagnes. Je crois que c'était pas le cas des campagnes précédentes. Mais là, pour le coup, c'est le cas. Donc, je le dis. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Life of the Amazonia. 862 contributeurs. Je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs depuis le début du segment de présentation de ce jeu. C'est assez décevant. Je sais pas pourquoi, peut-être que la direction artistique, les composants, les tuiles d'habitat sont peut-être moins convaincantes, je sais pas. Ou peut-être que les joueurs ont été un peu déçus par Wild Serengeti, je ne sais pas du tout. Ou peut-être que c'est une question de prix, de frais de port.
ou simplement de concurrence, parce qu'actuellement il y a beaucoup de jeux très intéressants en même temps, alors que Wild Serengeti était paru en été, à une période un petit peu moins faste sur Kickstarter. Il y a peut-être tout un tas de raisons à imaginer, mais pour l'instant, c'est pas extraordinaire, et si on se base uniquement sur ces 3 premiers jours de campagne, on va certainement plutôt viser les 2000 plutôt que les 5000. Mais bon, on verra bien. Voilà pour Life of the Amazonia. Et ma foi, c'est à peu près tout pour les mentions honorables de la semaine. On va donc maintenant pouvoir passer au gros projet de la semaine, et comme je l'ai dit en introduction, ils sont au nombre de 4 cette semaine. On entame désormais les gros projets de la semaine, ceux qui s'apprêtent à faire un petit peu le buzz cette semaine, à faire parler d'eux cette semaine véritablement, en commençant tout de suite par Wonderland's War Shards of Madness, une extension plus une réimpression, et plutôt une réimpression qu'une extension à proprement parler, vous allez le voir. Shards of Madness, c'est surtout une excuse pour une réimpression. Sur Kickstarter, vous le savez peut-être désormais si vous suivez la chaîne, je l'avais déjà plusieurs fois répété, vous ne pouvez pas proposer 2 fois la même campagne sur Kickstarter, c'est interdit, donc du coup, parfois il faut produire un tout petit truc supplémentaire pour pouvoir ressortir la même chose une deuxième fois. C'est le cas ici avec Wonderland's War. L'extension Shards of Madness est vraiment très légère, mais elle leur permet de faire une nouvelle campagne, et ça marche bien. C'était un jeu attendu, un retour attendu, devrais-je te dire, pour Wonderland's War. 6000 contributeurs pour l'instant après 4-5 jours de campagne, c'est un très beau résultat. 400 000 € d'engrangés à 13 jours de la fin de la campagne, et ça nous vient de Druid City Games, que vous connaissez peut-être pour des jeux tels que Tidal Blades, également parmi les jeux qui ont été assez connus pour eux, La Forêt des Frères Grimm, 7131 contributeurs à l'époque, pour un jeu qui a aussi connu un assez beau succès en campagne, très joli matériel. Tidal Blades Heroes of the Reef, près de 9000 contributeurs. Wonderland's War, un peu plus tard, 8700 contributeurs. Puis Bloodstone, qui avait été annulé mais qui devrait revoir certainement le jour sur Kickstarter l'année prochaine, je pense. Tidal Blades 2 qui a bien marché également, et donc le retour de Wonderland's War qui devrait, selon toute vraisemblance, dépasser la campagne du jeu de base, enfin du jeu d'origine, puisqu'on est déjà à 6000 contributeurs, donc on est parti sur un très beau résultat, et je pense que c'est expliqué facilement par la cote de popularité assez conséquente du jeu depuis sa sortie, depuis qu'il est arrivé entre les mains des backers. Les retours sont très positifs. On a pu en faire une partie récemment avec Xavier à 2 joueurs qui était vraiment très sympa. On va en refaire une lundi qui suit là tout de suite à 5 joueurs cette fois-ci, pour essayer de voir dans cette configuration radicalement différente ce que ça peut donner aussi. Et donc cette campagne, pour ce jeu de 2 à 5 joueurs, 75 à 90 minutes, 14 ans et plus, eh bien elle vous propose d'aller mettre la main sur une extension intitulée Shards of Madness, donc les éclats de folie on va dire, qui est une extension vraiment très légère, mais qui vous permet de remettre la main sur ce jeu qui n'est pas vendu en boutique. C'est un jeu qui est pour l'instant bénéficie d'un 8.3 sur BGG, ce qui en fait un jeu parmi le top 400 sur BGG. Ça n'a pas l'air énorme comme ça quand on dit top 400, mais il faut aussi voir que l'algorithme de BGG est un petit peu particulier. Il ne suffit pas d'avoir un 9.9 pour être premier du top BGG, il faut aussi avoir un nombre de notations assez conséquentes pour pouvoir remonter un petit peu dans le classement. Donc on verra certainement Wonderland's War grimper petit à petit les échelons pour arriver certainement autour du top 100 peut-être, parce que c'est vraiment un très bon jeu. Le jeu en lui-même, vous le voyez ici, très belle direction artistique, assurée en grande partie par Manny Tremblay, que vous connaissez entre autres comme un co-auteur de Dice Throne, et puis toutes les illustrations de Dice Throne également. C'est lui qui est encore à la palette ici pour Wonderland's War, mais pas à la conception en revanche. On est ici sur un jeu qui se passe bien évidemment dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles, avec un jeu extrêmement bien produit, très coloré, avec, vous le voyez ici avec le plateau de Alice, des personnages hautement asymétriques, ils ont quand même tous des actions similaires et communes, mais ils ont aussi toute une palette d'actions qui leur sont propres et que vous pourrez débloquer au fur et à mesure de la partie. C'est un jeu qui se base aussi beaucoup sur la construction, si je traduis de l'anglais au français, ça fait construction de sacs, mais en gros vous allez engager de nouvelles unités, des nouveaux habitants de l'univers de Alice au Pays des Merveilles, que vous allez ajouter dans votre sac, et à chaque phase de combat, de guerre devrais-je plutôt dire, vous allez piocher dans votre sac pour essayer de faire grimper votre puissance grâce à vos alliés, en espérant ne pas faire un bust, comme on dit en anglais pour le blackjack, en essayant de ne pas aller trop haut dans les jetons en fait, puisque au bout d'un moment, là c'est un petit peu du push your luck, vous allez potentiellement aussi revenir à zéro et perdre toutes vos unités si vous allez un petit peu trop loin.
C'est également un jeu qui vous permet d'aller recruter des habitants d'ailleurs du royaume d'Alice au Pays des Merveilles pour aller vous renforcer notamment. Et c'est ce que vous propose en partie Shards of Madness, cette petite extension à 15$. Donc quand vous avez vu un petit peu le matos ici, et encore ça c'est l'édition de base, quand vous verrez l'édition Deluxe, vous verrez comment ça peut influencer le prix assez méchamment. L'édition Shards of Madness avec 15$, vous pouvez en déduire assez facilement que on est sur une toute petite extension. C'est pas un truc qui vient révolutionner le jeu. On a simplement 35 cartes. Donc une extension de 35 cartes, c'est vraiment très très léger, et on pourrait même se dire que 15$ pour un jeu, enfin pour une extension de 35 cartes, c'est quand même déjà assez chéro. Donc vous voyez, c'est toutes les cartes qui sont ici, et c'est tout. Donc 15$ pour 35 cartes, c'est quand même assez conséquent. Donc on a 35 cartes, et certes on a aussi quelques petits tokens ici, on a un petit marqueur aussi qui se passe par là, quelques cartes de quête, etc. Mais c'est vraiment pas un truc révolutionnaire, c'est juste encore plus de Wonderlandian, qui sont des habitants du royaume de la reine au cœur, je crois, si je me souviens bien, qui vont vous permettre d'aller bénéficier d'actions supplémentaires, d'aller renforcer encore votre faction. Ensuite, allons voir tout de suite le jeu en lui-même. Vous avez donc l'opportunité d'aller mettre la main sur la Deluxe Edition à 115$, avec ses 5 plateaux de factions, donc Alice, le Chapelier Fou, la Reine des Cœurs, le Jabberwocky, et puis également le Chat du Cheshire, avec pour chacun des personnages son propre standees, plutôt bien réalisé. Ensuite, les jetons de faction que vous pourrez aller ajouter à votre sac pour devenir de plus en plus costaud, le plateau central qui représente le banquet du Chapelier Fou, ainsi que les 1, 2, 3, 4, 5 zones sur lesquelles vous allez guerroyer, parce qu'il y a aussi une facette contrôle de territoire assez conséquente. Chacun des territoires, à chacun des tours, si vous l'avez en votre contrôle, en votre possession, je veux dire, dans votre contrôle, vous gagnerez un certain nombre de points. C'est pas la seule façon de gagner des points, mais c'est une façon de gagner des points assez importante. Vous avez ici toutes les cartes de draft, les cartes de draft qu'on retrouvera sur chacune des chaises du banquet ici, que vous pourrez aller drafter pour obtenir les effets qui se trouvent, ou pour obtenir aussi les jetons de faction, enfin d'unités militaires supplémentaires à ajouter dans votre sac. Ensuite, les Wonderlandians, donc les fameux personnages que vous pourrez recruter pour leur spécificité, leur capacité unique généralement, et puis un petit peu de pouvoir supplémentaire en termes de militaire également. Quelques petits jetons par-ci par-là, notamment les jetons de forge qui vous permettent d'aller débloquer certaines compétences supplémentaires pour vos personnages, notamment. C'est pas les seuls jetons qui vous permettent de le faire, mais ça en fait partie. Ensuite, des cartes de quête qui sont en fait des missions secrètes. La partie supérieure étant une mission que vous pourrez accomplir durant la partie. Si vous le faites, vous retournez la carte, et la partie basse, donc, qui était à l'origine une mission secrète de fin de partie, se dévoile à tous. Vous pouvez aussi ne pas faire la mission du haut, mais quand même réussir à faire la mission du bas, que vous devrez dévoiler à la toute fin de la partie par exemple. Ensuite les unités ici, leurs jetons, un dé pour savoir qui va gagner un maximum de points de madness, de folie. Ce sont ici les petites madness shards, donc les éclats de folie, qui vont avoir un impact assez conséquent, mais bon, c'est pas très très important au final. Et puis ensuite, vous avez le pledge un petit peu niveau supérieur avec les game trays, les miniatures d'absolument tous les Wonderlandian, et puis également les jetons de poker qui viennent remplacer les jetons en carton, et ainsi de suite. Donc en gros, un gros pas en termes de deluxification, mais bien sûr un petit peu plus conséquent en termes de prix également. On verra ça plus tard. Donc les leaders, donc les Jabberwocky, Cheshire, etc., les 5 avec leur miniature, tous les Wonderlandians avec leur miniature également, la boîte avec les game trays très bien organisés, c'est toujours un gros plaisir, en termes de rangement d'installation c'est génial, les sacs à l'effigie de chacun des personnages, et puis également les châteaux, on appelle ça comme ça, mais en fait les marqueurs qui permettent de signaler que cette zone est contrôlée par tel ou tel joueur. Ensuite, les niveaux de pledge directement, donc 15, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'extension, la mini-extension. Ensuite, les Premium Clay Chips, donc qui sont tous les jetons façon poker qui viennent remplacer les jetons en carton pour 50$, ça vient avec le petit Game Trays évidemment aussi. Ensuite, l'édition Deluxe de base, c'est déjà un peu contradictoire, mais c'est un peu le cas finalement, 115$. Et puis enfin, 180$ si vous voulez l'édition un peu all-in avec le jeu de base, bien évidemment en deluxe, les premium chips, donc avec tous les jetons de poker, etc. Et puis également la micro-extension qui vient de sortir via cette campagne, le tout à 180$, donc c'est un petit peu cher évidemment, mais attention, vous le verrez ici, vous ne pourrez pas trouver le jeu en boutique par la suite. Peut-être sur leur site, oui c'est le cas, sur druidcitygames.com, pour aller acheter le jeu sur leur boutique en ligne, mais vous ne le trouverez vraisemblablement pas en boutique, et de toute façon pas en version francophone. Et pour un prix plus conséquent aussi, même s'il faudra répercuter les frais de port, etc. Quoi qu'il en soit,
Les add-ons, on passe, c'est déjà ce qui a déjà été mentionné avec les chips de poker par exemple, mais c'est à peu près tout, avec le différentiel de qualité de matériel et puis d'épaisseur, etc. L'extension, aussi un petit peu de lore avec un artbook assez joli, des promo cards, pas une très grande nécessité, mais ça fait encore plus de Wonderlandian, c'est toujours bon à prendre, ça fait 5 cartes supplémentaires. Un jeu de poker, enfin un jeu de cartes en fait, tout simplement à l'effigie des personnages de l'univers de Wonderland's World, je trouve le jeu très sympa également, des playmats éventuellement si ça vous intéresse, et puis surtout, pour 5$, les plateaux mis à jour du Chapelier Fou et du Jabberwocky, qui étaient supposément deux personnages un petit peu déséquilibrés dans la version de base, et donc c'est un des intérêts principaux également de cette campagne, c'est de venir rééquilibrer un petit peu potentiellement ces deux personnages. Ensuite, rapidement pour les frais de port, alors c'est pas forcément hyper bien présenté pour le coup. Le Canada, ça va être 25, 38, 38 ou 58 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Ensuite, l'Union Européenne, alors attention, je crois que la Belgique est dans la zone 1, oui c'est ça, mais que la France est dans la zone 2, oui c'est bien ça. Donc attention, zone 1, zone 2, prenez vos crayons, notez dans quelle zone vous êtes. Zone 1, 13, 20, 23, 28, zone 2, donc pour la France, 17, 25, 30, 37 en fonction du niveau de pledge. Pour nos amis suisses, c'est ici que ça se passe, donc 45, 50, 53, 64. Et pour nous qui sommes en Asie, 18, 52. Le bon est assez sévère. 63, 82 de frais de port pour un all-in. Ça pique méchamment. Heureusement que Xavier l'a déjà. Pour ce qui est de la TVA, par contre, la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc attention, ça sera un petit bifton supplémentaire à dépenser durant le Pledge Manager. D'autant plus que le jeu est assez cher, donc la TVA aussi sera pas piquée des hannetons. Voilà pour Wonderland's War Shards of Madness, donc plus une réimpression que véritablement une extension à proprement parler, mais pour l'instant ils font parler la poudre avec un petit 6000 contributeurs à ce jour, on va donc certainement aller dépasser le nombre de backers de la campagne originelle. Celui-ci m'a pas mal étonné, j'avoue. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut placé dans le sondage de la semaine, donc je serais très curieux de lire vos retours. Qu'est-ce qui vous a poussé à voter pour 7C City of Five Cells? Je suis très très surpris. Certes, l'ADA est sympa, le concept est pas inintéressant non plus, mais j'avoue que je suis assez étonné. Je pensais que ce serait vraiment un projet mention honorable dans le ventre mou du classement, et en fait vous l'avez placé assez haut. 7C City of Five Cells, c'est un jeu de cartes expandable, comme ils disent en anglais, donc un jeu de cartes qui va potentiellement venir s'enrichir d'extensions au fur et à mesure que le jeu se développe. C'est un jeu essentiellement pour 2 joueurs, mais qui peut être joué jusqu'à 4 joueurs également. Pour l'instant, vous le voyez, c'est pas un résultat si conséquent que ça. Le jeu est financé, avec 55 000 € d'engrangés sur 51 000 nécessaires. Au moins, ils avaient un seuil de financement relativement réaliste. Et seulement 428 contributeurs, c'est pas extraordinaire, à 20 jours de la fin de la campagne. C'est essentiellement un jeu de cartes qui va venir s'adapter aux décisions des personnages, aux différents événements qui vont se dérouler durant votre partie. En ça, c'est relativement intéressant. C'est un jeu qui vous place dans un univers de piraterie, on va dire, dans un univers fantaisiste, bien évidemment, qui n'est pas historiquement approprié, disons. Et vous allez en fait simplement réussir à assouvir votre soif de pouvoir et de contrôle en faisant de votre faction la plus puissante de la cité de Five Cells. Donc on va avoir des basses manœuvres politiques, des basses négociations, des trahisons, et puis également du combat, parce qu'on est quand même dans une cité de pirates, bien évidemment, avec donc chacune des factions qui va avoir son propre deck à construire, et qui va chercher donc à prendre le devant sur ses adversaires. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte? Ça aussi, c'est du coup une source d'étonnement supplémentaire, c'est que c'est une carte qui se compose essentiellement de cartes. Il y a quelques... J'ai dit que c'est une carte qui se compose de cartes, c'est un jeu qui se compose essentiellement de cartes. Il y a quelques petits tokens par-ci par-là, certes, mais en gros, c'est 300 cartes et un tout petit peu de matos à côté. Et c'est quand même assez cher. On va le voir, donc il y a 5 factions dans ce jeu. Il y a les montagnes, qui sont clairement d'inspiration française, on le voit, qui sont des outsiders, donc qui ne viennent pas eux-mêmes de la cité de Five Cells, mais qui vont chercher à, s'implanter dans la cité en question. Ensuite, on a le Eisen District, qui lui est clairement d'inspiration allemande, on le voit ici avec le leader qui s'appelle Kaspar Dietrich. Ensuite, on a le Castilian District, donc là, purement d'inspiration espagnole, ou hispanisante tout du moins. Ensuite, Usoran District, où là on est sur un personnage qui s'appelle Yevgeny Debord, donc c'est plutôt d'inspiration russe. Et puis finalement, les Vodace District, qui sont plutôt orientés italiens, même si tout ça se passe, encore une fois je le répète, dans un univers de fantasy.
Ensuite, le how to play, c'est là aussi que je trouve le bas blesse un petit peu en termes de présentation de la campagne. C'est pas très clair au final, il n'y a pas un vrai how to play clair, concis, mais suffisamment mis en valeur pour qu'on comprenne à peu près comment ça se joue. On nous parle, il y a quelques mots-clés effectivement qui sont pas inintéressants, mais c'est quand même assez peu clair. On sait qu'il y a donc un leader pour chaque faction, on sait que vous allez chercher à prendre le contrôle de 3 lieux centraux à la ville pour réussir à remporter la partie, ou alors réussir à avoir 7 jetons de renom, de renommée, pour finir le tour et l'emporter à la fin de ce tour. Il ne suffit pas d'avoir 7 jetons, il faut garder 7 jetons jusqu'à la fin du tour en question. Voilà, après le reste en termes de gameplay c'est assez peu précis, on aura juste donc différents alliés qui vont venir s'ajouter à notre faction si on réussit à les convaincre, il faudra gérer certains événements qui vont se dérouler dans cet univers pour réagir au mieux, pour en tirer certains bénéfices si possible, ou en tout cas en souffrir le moins possible. Et aussi donc des phases de combat relativement intéressantes avec des armes qui vont nous permettre de devenir plus puissants, vous aurez des actions spécifiques à votre personnage bien évidemment, on aura un système de combat pas inintéressant aussi pour un jeu qui se base pas uniquement sur le combat, on a quand même une phase de combat assez intéressante avec vraiment des vocabulaires d'escrime comme la riposte, la parade ou comment ça s'appelle la pointe je crois en escrime si je me souviens bien. Donc ça a l'air d'être relativement intéressant mais c'est pas présenté très en détail tout ça. Au-delà de ça, vous avez le livret de règles en PDF, donc si vous voulez voir les règles plus en détail, je vous invite à vous pencher dessus, mais attention, le projet n'est pas disponible en langue francophone, en tout cas pas pour l'instant. Vous avez aussi le Tabletop Simulator pour tester le jeu directement, mais là encore en anglais, pas en français. Et puis ensuite, si on descend un petit peu plus bas, on va voir aussi la deuxième raison pour laquelle le jeu rencontre pas un très franc succès. D'abord, son premier niveau de pledge. 25$. Alors vous allez me dire 25$ c'est pas très cher pour un jeu de 300 cartes, certes. Si on prend en compte que c'est un PDF, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Oui, Life on the Sea, la Rewards Life on the Sea, c'est 25$ pour le fichier en PDF et après c'est du print and play. Vous imprimez tout, vous coupez tout, vous mettez ça dans des sleeves, des protège-cartes, que sais-je, et vous essayez de jouer avec ça, mais donc à la base c'est un PDF qui coûte 25$. Alors certes c'est pas seulement un PDF, c'est tout, comme il y a la phase de conception du jeu, d'équilibrage, etc. Mais 25$ pour un PDF quand même, c'est particulièrement cher. Donc si vous vous intéressez véritablement au jeu, je vous oriente plutôt vers le Pledge Welcome to the 5 Sales, 50$, mais cette fois-ci pour la version physique, cette fois-ci, c'est quand même bien plus intéressant. Ensuite, il y a différents niveaux de pledge pour aller cumuler 2 copies du jeu pour amortir un petit peu sur les frais de port. Et ensuite, on a aussi pas mal de pledge mécénat, avec des tapis de néoprène, avec des ressources deluxifiées, etc. Ça peut monter jusqu'à 1000$ pour avoir un playmat pour chacun des leader pour chacune des factions, devrais-je plutôt dire. Et puis il y a aussi pour 155$ un pledge avec donc les ressources de lexifier et puis une carte de l'univers de Thea, donc le continent de Thea dans lequel se place Seventh Sea, qui à l'origine, j'ai oublié de le dire, provient d'un jeu de rôle, donc peut-être que les rôlistes connaissent déjà l'univers de Seventh Sea. Ensuite, eh bien, on va pouvoir passer directement, ma foi, au frais de port qui se situe un peu plus bas, mais on va avoir une mauvaise surprise également, c'est ici. Le shipping n'est pas précisé. Alors on vous dit qu'on va faire le mieux, on va faire de notre mieux pour avoir des prix en termes de frais de port intéressants et pas trop pétés. Oui, c'est plein de bonne volonté certainement, mais le truc c'est qu'on ne donne pas vraiment très envie aux backers de backer quand on ne présente pas les frais de port. Et du coup là, si vous ne mettez pas les frais de port d'entrée de jeu dès le début de la campagne, ben, vous vous tirez quand même une balle dans le pied. Ou en tout cas, bon, pour revenir un petit peu au vocabulaire plus propice à l'époque mise en avant ici, vous vous plantez un sabre dans le pied. Donc le shipping, pas de shipping pour l'instant, pas d'informations. Pour un jeu qui coûte 50$ en version physique, si ça dépasse les 20, c'est quand même pas mal pété déjà, mais il y a des fortes chances, vu la situation actuelle, que ce soit le cas. Mais bon, qu'est-ce qu'on en sait? Dans 6 mois, dans 9 mois, quand le jeu sera envoyé, potentiellement que les prix seront revenus à une norme un peu plus abordable. Et le jeu devrait théoriquement être livré entre juin et août 2023, plus potentiellement quelques mois de retard, comme ça arrive souvent sur Kickstarter. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Seventh Sea City of Five Sails, et je serais très curieux d'avoir les retours de ceux parmi vous qui auraient voté pour ce jeu dans le sondage de la semaine, qui pourtant m'avait tout l'air d'être un jeu mention honorable typique du menu crowdfunding. Donc j'attends vos commentaires avec impatience pour voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce jeu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à celui-ci, malgré une très belle direction artistique, mais un concept assez flou malgré tout. Voilà pour Seventh Sea, 430 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne, 55 000 € d'engrangés pour l'instant.
On enchaîne tout de suite avec In the Heart of Darkness, projet disponible en version francophone, je le dis d'entrée de jeu comme ça c'est fait. C'est un jeu d'horreur, de survie plutôt, de survie sur une île peuplée de monstres en tout genre. Une île qui aura été abandonnée plusieurs années au préalable si je me souviens bien, et sur lesquelles les investigateurs vont retourner pour essayer de trouver un petit peu de quoi ils retournent, mais qui auront pour but ultimement de survivre et de s'échapper de l'île. Donc à la limite, pourquoi y aller à la base les gars, hein, si c'est juste pour se barrer, pour s'échapper au final, à quoi bon? Mais bon, c'est un petit peu comme dans le Subterra, une fois que vous êtes dans la grotte, vous y êtes, mais vous y êtes pour vous échapper finalement. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs en collaboration, pour des parties de 25 à 40 minutes, donc c'est relativement court, donc un jeu assez facile à sortir potentiellement, pour des joueurs de 14 ans et plus. Pour l'instant, on a 808 contributeurs, à 25 jours de la fin de la campagne, 35 000 € d'engrangés. Donc plutôt honorable, sans être époustouflant. C'est un projet qui nous vient de Moongrail, une boîte d'édition qu'on connaît assez peu finalement, même si l'année dernière, il nous avait sorti Dungeons of Dragmar, ou c'était l'année dernière ou le début de l'année 2022, je sais plus, après dire, je sais plus très bien. Avant ça, Sleep Tight, et d'ailleurs Sleep Tight encore, avec des nombres de backers assez peu conséquents. Mais ils ont un format, enfin pas un format, mais une approche économique assez intéressante, qui consiste en fait à sortir le projet en print and play, puis quelques mois après, à le sortir en version physique. Donc ils l'ont fait pour Sleep Tight, ils l'ont fait ensuite pour Dungeons of Dragmar, que vous voyez ici en print and play, puis en version physique avec 1500 contributeurs. Et ils l'ont déjà fait pour In the Heart of Darkness avec le print and play. Et donc là, cette nouvelle campagne vient proposer la version physique du jeu, du coup. Et vous le voyez, le print and play s'était vendu à 723 contributeurs, et on est actuellement à 808 contributeurs, donc ça a déjà fait mieux que la version print and play, ce qui est plutôt bon signe en général. Et je le répète encore une fois, version française disponible. Ensuite, continuons un petit peu. C'est un jeu qui se base essentiellement sur des cartes. Alors certes, on a quelques petits tokens par-ci par-là, on a aussi des standees de monstres et d'investigateurs, on a le plateau central, mais le reste, c'est essentiellement de la gestion de main, on va dire. C'est un jeu qui se joue relativement vite, qui est facile à apprendre, mais qui reste une expérience suffisamment challenging, on va dire en anglais, pour les joueurs les plus expérimentés. Il y a différentes manières également d'aller, augmenter un petit peu la difficulté du jeu pour ceux qui vraiment seraient vraiment trop expérimentés, qui trouveraient ça trop facile. Il y a plein de choix à prendre dans la partie qui vont forcément impacter pas mal la suite des événements, et puis apparemment aussi pas mal de scénarios qui vont être débloqués progressivement, j'ai l'impression, qui vous permettront d'aller rejouer un certain nombre de fois sans avoir forcément les mêmes expériences grâce aux différents scénarios. Ensuite, le how to play, on va choisir un protagoniste parmi les 5, 6, 7, il y en a d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure, qui sont disponibles dans la boîte. Chacun d'entre eux aura ses propres spécificités, on est sur une asymétrie légère mais présente. On pourra au cours de cette partie utiliser différentes actions propres à chacun des personnages, par exemple faire du craft pour aller créer des items, ou par exemple utiliser des sorts de magie noire carrément. Ensuite, on va chercher à empêcher, autant que faire se peut, les monstres de l'île de se regrouper vers le centre de l'île, vers le Heart of Darkness, donc le cœur de l'obscurité, on va dire, notamment en engageant des combats face aux monstres, en les shootant tout bonnement, hein, un petit peu à la manière d'un Cthulhu Death May Die. On va faire du craft, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mettre des pièges pour les empêcher de progresser ou de nous atteindre, ou carrément en invoquant certains pouvoirs maléfiques pour nous débarrasser des monstres. Et puis à terme, au final, il va falloir quand même s'évader, s'échapper de cette île, tous ensemble. Ensuite, je le répète une troisième fois, parce qu'on ne le répète jamais assez, le jeu est disponible en français. Là, maintenant, l'écriture est un petit peu plus grande que tout à l'heure, j'avais pensé que c'était 25, mais non, c'est 15 à 40 minutes, donc ça peut être potentiellement très 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 court comme jeu. On va voir un petit peu ce qui est contenu dans la boîte. La boîte contient donc cette carte centrale, donc sur laquelle vous allez évoluer avec différents lieux, bien évidemment. Ensuite, une centaine de cartes approximativement, avec 7 protagonistes, plus 3 désormais via les stretch goals, donc potentiellement encore plus de protagonistes supplémentaires à venir. Ensuite, des cartes d'items que l'on va venir ajouter dans son inventaire. Ensuite, quelques dés pour les phases de combat, j'imagine, des cartes d'événements également qui vont impacter la suite des événements, des tokens, là encore, qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure via les stretch goals, et puis pareil pour le scénario book aussi, le scénario book qui est inclus dans le livret de règles, vous allez avoir donc différents scénarios qui vont vous permettre d'avoir une certaine rejouabilité. Les protagonistes et leurs standees, les monstres, peut-être d'autres monstres aussi à venir, on verra bien. Ensuite, on a des effets de zoom sur chacun des personnages, sur chacune des cartes de chaque espèce, pour voir un petit peu plus en détail ce qui nous est proposé. Ensuite, on a en add-on un tapis de néoprène en deluxification qui remplace le plateau central,
pour 10$. Pas très nécessaire, pas très utile, mais toujours sympa, la diversification pour ceux qui apprécient. On peut aussi mettre la main sur un précédent jeu, Dungeons of Dragmar, pour 42$ en add-on. Et puis je crois que ma foi c'est à peu près tout, le reste est assez clair, le gameplay a été présenté de manière relativement claire également, il n'y a pas beaucoup de plus que ça à dire finalement pour In the Heart of Darkness. Sachez tout de même qu'on a également une version Tabletopia qui est disponible, même si j'imagine qu'elle sera disponible uniquement en anglais. Alors, juste une seconde, je vois que ma femme m'appelle, je reviens tout de suite. A few moments later. Petite ellipse temporelle d'environ 1h30, ma femme m'avait appelé parce que c'était l'heure de mettre le petit prince au bain. Donc voilà, je suis de charge de bain en général, donc voilà, je reviens 1h30 après, mais pour vous ça aurait été l'affaire de quelques secondes. Donc je crois que j'avais dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur In the Heart of Darkness, on peut quand même juste préciser le shipping, je crois que je ne l'avais pas encore mentionné. Le Canada 17$, l'Union Européenne 17$, l'Asie pour nous 25$, et ma foi c'est à peu près tout. Pour la TVA, je ne vois pas de précision à l'égard de la TVA, donc ma foi je sais pas, mais comme ici on nous dit que c'est du EU Friendly Shipping, ça peut potentiellement vouloir dire qu'on n'aura pas de TVA à ajouter en plus, mais c'est pas une garantie en soi. Donc voilà pour In the Heart of Darkness, 808 contributeurs pour l'instant, 25 jours avant la fin de la campagne, projet désormais financé. On achève cette vidéo avec le dernier gros projet de la semaine, à savoir Mosaic, pour son extension Wars and Disasters, une extension à un jeu qui avait connu un assez gros succès sur Kickstarter l'année dernière. Si je me souviens bien, c'était au début de l'été 2021, si je me souviens bien. Allons voir ça ensemble. C'était également l'éditeur de Lizard Wizard qui, dans la sphère anglophone, a plutôt bonne presse également. Raccoon Tycoon que je connais de nom, mais là par contre je connais un petit peu moins le contenu. Mais quoi qu'il en soit, pour Mosaic, la première campagne, c'était donc... oui, c'était bien ça, mai-juin, donc fin du printemps, début de l'été 2021, qui a dû être livré il y a 1-2 mois maximum, je pense, au backer, et donc qui n'a pas tellement attendu avant de lancer une nouvelle campagne pour cette extension. Est-ce que les joueurs ont eu le temps d'y jouer tellement je sais pas combien de temps s'est écoulé plutôt entre la livraison du jeu de base et cette nouvelle extension dévoilée sur Kickstarter. Donc Wars and Disasters, qui vous propose également bien évidemment de mettre la main sur le jeu de base, ça semble logique, en plus de cette extension Wars and Disasters, et donc de prendre aussi en main l'édition Colossus, donc l'édition Hyper Deluxe, puisqu'en fait l'édition de base, je crois que c'était Sphinx, si je me souviens bien, est déjà relativement deluxe, relativement classe, mais on a une édition Colossus qui vient s'accompagner de figurines, de pièces de métal et ainsi de suite. Vous pourrez aussi mettre la main sur cette super premium limited edition qu'est donc la Colossus Editions. Alors, Mosaic, c'est donc un jeu de civilisation qui se veut relativement accessible et relativement court, puisque pour les jeux de civilisation, on est souvent sur des jeux qui durent 4, 5, 6, 7, 8 heures, ça dépend. Et donc Mosaic, c'est porté garant d'une durée de partie bien plus courte, bien plus contenue. On est sur un jeu qui, si je ne me trompe pas, dure 2 heures approximativement. Oui, c'est ça, 2 heures pour une partie. Désormais de 1 à 6 joueurs, je crois que, si je me souviens bien, c'était de 1 à 4 avant l'extension. Dites-moi si je me trompe, j'ai pas vérifié entre temps. Mais du coup, maintenant, quoi qu'il en soit, ce sera jouable de 1 à 6 joueurs. Pour un degré de complexité que vous voyez relativement moyen, donc c'est pas un jeu d'entrée de gamme bien évidemment, mais c'est pas non plus un jeu hyper expert. C'est un jeu essentiellement basé sur la stratégie avec assez peu de chance, et comme bon nombre de jeux de civilisation, ça vient utiliser différents mécanismes qui viennent s'imbriquer les uns aux autres. Par exemple, on aura bien évidemment de engine building, donc de la construction de moteurs de ressources, bien évidemment, ressources qu'il faudra gérer, donc gestion de ressources évidemment. Contrôle de territoire, parce que bien évidemment c'est un jeu de civilisation, donc on va chercher à étendre son territoire et à le protéger de potentiels assaillants. Et puis également du set collection, qui du coup est un petit peu moins thématique certes, parce qu'on va chercher à construire des cartes qui vont nous permettre de développer, d'enrichir encore plus notre civilisation et sa sphère d'influence. Vous le voyez, ça se passe bien évidemment dans le bassin méditerranéen de l'Antiquité. Ça, c'est ce qui est contenu dans la boîte d'origine, la boîte de base, sur laquelle vous pourrez donc aussi mettre la main si vous aviez manqué la première campagne, bien évidemment. Mais du coup, ce n'est pas l'objet de la campagne d'aujourd'hui, donc je passe. Mais en gros, tout ça, c'est le matos de la boîte de base. Ensuite, on passe rapidement sur le game highlights, donc les différents mécanismes mis en œuvre. Donc on va chercher à s'étendre dans le bassin méditerranéen, on va chercher à établir de nouveaux villages, de nouvelles villes, même de nouvelles merveilles également.
On va aussi déployer des forces militaires pour protéger nos villes et potentiellement aller attaquer d'autres villes par exemple. On va aussi chercher différents trésors, on va essayer aussi de faire du commerce avec nos joueurs autour de la table. On va construire donc un tableau de cartes que l'on va chercher à construire progressivement pour enrichir et développer notre civilisation, mais également pour chercher à aller aboutir vers des âges d'or qui nous permettront d'accéder à des bonus complémentaires. Et puis enfin, il y aura donc toute une phase de scoring également à prendre en compte, que vous voyez ici sur cette piste de score. Ensuite, continuons donc pour accéder enfin au contenu de l'extension qui se trouve ici, Wars and Disasters, qui vient ajouter 104 nouvelles miniatures, assez conséquent, mais en assez peu de modèles ceci dit. On aura aussi 2 nouvelles merveilles, on aura le mausolée de Halicarnasse et on aura également la statue de Zeus sur le mont Olympe. Ensuite, on aura 36 villes de garnison militaire et 36 villes plutôt portées vers la culture avec des amphithéâtres. Et puis enfin 30 unités navales également pour aller voguer sur les flots. Ensuite, on a aussi un leader qui sera un amiral, cette fois-ci un amiral vraisemblablement égyptien, j'imagine. Ensuite, on aura également des nouvelles cartes de nations militaires, on va dire, comme les Assyriens, Carthage, les Égyptiens, la Gaule, les Grecs, les Romains. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, on aura aussi de nouvelles pièces de métal pour aller enrichir encore plus le jeu et du coup accéder encore plus de monnaie pour potentiellement plus de joueurs, ce qui me semble bien que c'était jusqu'à 4 joueurs précédemment. On aura donc 10 nouvelles pièces de 20 en termes de valeur, 20 nouvelles pièces de 10, et puis apparemment une ou deux pièces de 100. Je ne sais pas si elles sortiront tellement celles-ci. Et donc on parlait de Wars and Disasters, donc voici le versant désastre qui se présente comme ici avec 12 cartes, donc qui va des barbares à la guerre civile, à la famine, à l'exode ou encore une fois au tremblement de terre par exemple. Donc différentes cartes de désastres qui viennent bouleverser la partie bien évidemment, qui viennent potentiellement j'imagine, affecter plutôt une région plutôt qu'une autre, etc. Il faudra, autant que faire se peut, préparer votre civilisation pour évidemment essayer de contrecarrer les potentiels désastres qui pourraient arriver, sachant que j'imagine que les 12 n'arriveront pas à chaque partie, bien évidemment. Enfin, j'imagine en tout cas. On a aussi 26 nouvelles cartes de technologie que vous pourrez aller construire. Par exemple, on aura la technologie qui nous permettra de créer des ponts, ou encore des trirèmes, par exemple. Je crois que c'est des trirèmes, les leviers également, les bijoux, la corde, etc., etc. Donc plein de nouvelles technologies à mettre à son actif pour développer encore plus et pour enrichir encore plus sa civilisation. 12 nouvelles cartes aussi qui nous permettent de construire les villes d'amphithéâtre et de garnison. Voici pour le contenu en gros pour l'édition Colossus avec donc tout ce qui est figurines supplémentaires. On passe maintenant donc au niveau de pledge. On en a un à $1 pour accéder au Pledge Manager. Ensuite, vous avez certains niveaux de pledge pour ceux qui n'auraient pas le jeu de base. Donc le jeu de base à $109 ou l'édition Colossus, donc Deluxe Premium, édition limitée, etc., avec toutes les miniatures, les pièces de métal, etc., pour $189. Donc oui, le jeu déjà est assez cher dans son format de base, attention. $229, toujours pour le jeu de base, sans l'extension, pour avoir un plateau remplacé par un tapis de néoprène, classe, certes, plus également 6 plateaux pour les 6 joueurs, j'imagine, qui permettent d'aller stocker les ressources. C'est un peu plus d'ergonomie dans la partie, mais c'est pas vraiment très nécessaire. Donc ça fait quand même très très cher pour le pledge de base dans sa version Colossus All-In. Ensuite, pour ce qui est de ceux qui auraient déjà le jeu de base, mais qui voudraient maintenant s'orienter vers l'extension, ce sera $35 l'extension pour, une compatibilité avec l'édition Sphinx, donc l'édition de base, qui comporte déjà un bon matos, attention. Ou pour ceux qui auraient déjà l'édition deluxifiée, il faudrait s'orienter vers le pledge à $69 pour avoir donc l'extension compatible au pledge Colossus, donc au pledge hyper deluxifié, donc avec des pièces de métal et des miniatures en plus. Et puis enfin, on a aussi des bundles, donc pour ceux qui n'auraient ni le jeu ni l'extension bien évidemment, vous pourrez prendre les deux d'un seul coup, donc faire d'une pierre deux coups, avec l'édition Sphinx, donc la moins deluxifiée, $129 pour le jeu de base plus son extension, $239 pour le pledge Colossus, donc un petit peu deluxifié quand même, $279 pour le bundle numéro 3 avec Colossus Edition plus le tapis de néoprène plus les tapis, enfin pas les tapis mais les plateaux de joueurs pour les pour les ressources. Donc voilà, le pledge maximal $280. On est quand même sur un pledge qui frôle le PIB de la Tanzanie. Donc voilà, c'est assez cher. La Tanzanie n'est pas inclus dans le jeu.
Ensuite, sachez également que le jeu sera disponible en version francophone grâce à Silex, c'est toujours bon à prendre et à noter. Et puis enfin, on termine pour le shipping avec les différentes zones concernées et les différents niveaux de pledge qui vont forcément impacter vos frais de port. Et attention, ça va piquer un petit peu. Pour le canadien, ça va osciller entre 30$ et 68,50$, ça pique un peu. Pour les Européens, 21 jusqu'à 47,50$ en fonction de votre niveau de pledge. Et pour nous qui sommes en Asie, par curiosité, 39 à 63$. Donc attention, ça coûte assez cher en termes de frais de port là aussi, mais vous avez vu, le matos est assez conséquent aussi. Ceci dit, nous, au Japon, on a l'avantage de ne pas avoir de TVA supplémentaire à ajouter. Vous, par contre, en Europe, vous aurez droit à la TVA à ajouter en plus dans le Pledge Manager. Autant vous dire que si vous pledgez un all-in bundle avec l'extension plus toutes les miniatures, etc., donc à 280$ si je me souviens bien, ça vous fera certainement un truc de l'ordre de 50$ de TVA, donc ça pique un petit peu la rondelle. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Mosaic et cette extension Wars and Disasters qui commence plutôt bien sa campagne avec 2605 contributeurs. Je sais pas si on ira aussi haut que le score du jeu de base, à l'époque c'était 7500 si je me souviens bien. Ça semble jouable, d'autant que la campagne a commencé un petit peu plus tard que les autres cette semaine, donc c'est quand même un bon début. Il reste 26 jours pour vous pencher sur son sujet et pour l'instant 282 000€ d'engrangés. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le menu de la semaine. Je vais donc désormais aller pouvoir dîner parce que madame m'attend. Sur ce, eh bien écoutez, je vous retrouve très prochainement et puis je vous encourage à aller voir la vidéo que j'aurai très probablement postée entre temps, avant même que cette vidéo ne soit postée, peut-être même ce soir, on verra bien, qui concerne un jeu qui se trouve derrière moi mais que vous ne voyez pas ou très peu. On verra bien de quoi il s'agit et de quelle qualité on parle. En tout cas, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu qui existe en anglais depuis assez longtemps et qui arrive tout juste en français très prochainement grâce à Matago. Voilà pour les indices. Allez, du coup, je vous retrouve dans quelques jours pour le suivi du menu crowdfunding et puis d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine.